Alors, un colloque sur la pollution sonore parce que c'est une des pollutions qui est en général pas traitée facilement, qui ne donne pas lieu à beaucoup de prises de position, à beaucoup de textes. On connaît les pollutions de l'air, on connaît les pollutions atmosphériques qui atteignent la santé, on en connaît d'autres sur l'environnement, mais c'est vrai que les pollutions sonores passent souvent inaperçues, alors qu'en fait ce sont des pollutions qui sont présentes à tout moment de la vie, pour tout le monde, et dans tous les endroits pratiquement qu'on peut fréquenter, au travail, comme pendant les loisirs, comme lors de voyages. Donc ça me paraissait être un sujet important. Comment les traiter? Déjà arriver bien entendu à bien les déterminer, à bien les évaluer, ce qui est important, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui. Avoir les bons instruments de mesure qui permettent ensuite de prendre les décisions, et des décisions il faudra en prendre, y compris législatives. Et on est là un peu pour avancer dans ce sens-là et pour aboutir à un certain nombre de préconisations qui seront transmises par mon intermédiaire aux législateurs et qu'on essaiera ensuite de faire adopter dans des textes de loi. Alors en fait, on constate qu'effectivement, dans la question que pose ce colloque, à savoir l'impact de la pollution sonore, qu'il existe évidemment un lien ténu entre la pollution sonore dont les personnes peuvent être victimes, mais également la pollution de l'air. Quand on est victime de pollution de l'air, souvent on est aussi victime de pollution sonore puisque les activités sont intrinsèquement liées. Je cite l'exemple par exemple de la circulation automobile. La circulation automobile émet du bruit qui peuvent être néfastes pour la santé et de la même manière elle émet une pollution de l'air qui est néfaste également pour la santé. Il en est de même par exemple du trafic aérien qui émet de manière évidente des nuisances sonores. De la même manière, il émet des pollutions atmosphériques qui nuisent à notre santé. Donc ce qui est important d'observer, c'est que tous sur ces combats liés à la préservation de la santé et liés au combat de la préservation de notre environnement, les pollutions conjuguent vers le même impact en fait souvent, et quand on est victime d'une pollution, on l'est victime également d'une autre. Donc ces combats sont liés. Il y a eu une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Aujourd'hui, nous avons eu un colloque extrêmement intéressant sur les conséquences et la question de la pollution sonore. Il serait opportun pour l'utilité de notre population et pour les enjeux environnementaux et sanitaires d'imaginer peut-être de créer une commission d'enquête sur les coûts de l'inaction en matière sonore, puisque c'est un sujet qui peine honnêtement à émerger. La question de la pollution sonore n'est pas la priorité de notre population. Souvent, la première question qui émerge sur la question des pollutions, c'est souvent la pollution de l'air. Les deux sont importantes et la pollution sonore mériterait d'avoir sa place en qualité d'impact, surtout sur la question de l'impact qu'elle a sur la santé et sur notre environnement. L'enjeu est à double titre, c'est-à-dire qu'on a un impact des sons transitoires de forte intensité et puis on peut avoir un impact des sons d'intensité plus faible en décibels, mais sur une durée plus prolongée. Et donc ces deux éléments peuvent être de nature à avoir un impact sur la santé. Souvent on parle en premier lieu d'impact sur la santé auditive. C'est vrai que l'impact il est important quand on a une exposition à des bruits d'intensité très forte de manière transitoire sur la protection de l'appareil auditif, mais également sur le long terme, on peut abîmer l'appareil auditif avec une exposition prolongée, mais avec des sons d'intensité plus faibles. Ça, c'est le premier cortège de symptômes auxquels on peut être confronté. Et puis on a tout un autre type de symptômes qui sont plus du tout du domaine de l'audition, mais qui peuvent être du domaine des troubles mentaux, du système cardiovasculaire. Et là, on a des études de plus en plus robustes, qui sont des études de cohorte, c'est-à-dire elles suivent des gens sur une longue période, avec des populations assez importantes, et qui mesurent l'impact de l'exposition prolongée au bruit, qui peuvent être des bruits de différentes natures. Dans le colloque d'aujourd'hui, on s'intéressait aux bruits liés au transport, donc trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien. Et donc, premier type d'études qu'on a pu obtenir d'un point de vue scientifique, c'est l'impact sur les fonctions cardiovasculaires, avec un risque proprement lié au bruit, quand on a des niveaux d'exposition prolongés, pas forcément d'intensité forte, mais c'est ce qu'on voit au niveau urbain, avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle, une augmentation du risque de maladies cardiaques, de crise cardiaque, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, ou de maladies cérébrales comme l'AVC. Et puis également des symptômes très importants sur la santé mentale des plus jeunes, des mamans enceintes et des futurs adolescents en développement. Donc une thématique vraiment à ne pas méconnaître.
La pollution sonore, c'est la deuxième cause de morbidité en France. Ça veut dire qu'elle a un impact en termes de santé publique qui est gigantesque, avec des arrêts cardiaques, des infarctus, des obésités, plein de troubles qu'on ne soupçonne pas et qui sont majeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce problème? À Briparif, on pense que mesurer, c'est commencer à agir. On va établir un état des lieux, savoir où il y a des points noirs de bruit, où il y a des zones où les populations sont plus exposées que d'autres, pour avoir des cartes globales et identifier donc les endroits prioritaires où agir. Et une fois qu'on aura identifié ces lieux, on va accompagner les acteurs pour évaluer l'efficacité de leur méthode, alors que ce soit des enrobés phoniques, des isolations sur les bâtiments, des techniques sur les mobilités ou tout un ensemble de solutions sociales et de comportement. Le but, c'est mieux vivre ensemble dans des environnements urbains souvent très denses et donc bruyants. Eh bien, il faut qu'on puisse être en bonne santé, y compris dans les villes et y compris quand on va au travail ou quand on veut se reposer en famille. Alors, le Centre d'information sur le bruit, notre association, œuvre pour améliorer la qualité de l'environnement sonore depuis 45 ans. Elle est heureuse d'avoir comme partenaire le CERF, comme d'autres partenaires industriels, parce que avancer et réduire la pollution sonore, c'est travailler tous ensemble, collectivités, associations et industriels, pour faire des diagnostics, chercher des solutions et les mettre en œuvre. Et vraiment l'exemple du CERF, comme aujourd'hui au Sénat, nous permet d'être tous ensemble et d'avancer dans ce lourd chantier qui est de réduire la pollution sonore. Vous voulez protéger vos riverains, vous voulez protéger les usagers de la route, vous voulez protéger les gens qui vivent dans les espaces verts, qui profitent des zones apaisées. Mettez des dispositifs acoustiques urbains. Ce sont des éléments qui ont montré leur efficacité, qui sont particulièrement faciles à mettre en œuvre, peu chers et qui vous apporteront le soutien de votre population. Et pour vous aider dans ce choix, vous pouvez vous référer à ce guide, le guide des dispositifs acoustiques urbains et du traitement des pollutions sonores. Il vous accompagnera dans votre démarche et vos projets. Et puis, vous pouvez aller au-delà, appeler les spécialistes